on va aborder aujourd'hui Gagner des clients, webinaire organisé par l'ADI. Hem, J'aimerais bien que vous me donniez à peu près, votre prénom, le lieu d'où vous vous connectez et votre activité ou votre projet, que vous avez en cours pour un petit peu voir, ce que vous êtes sur quel projet vous êtes aujourd'hui. Bordeaux. Et n'hésitez pas si vous avez la couture, je vois Bayonne, ça défile vite, on est assez nombreux aujourd'hui. Bienvenue à tous. Architecture, conseiller en patrimoine, photographie, écrivain. Donc votre prénom, votre lieu de connexion et votre projet. Oui, je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Nutritionniste, animation. Accès médical, papeterie. Bonjour. Bonjour à Marie. Dans le thé, une spécialisée, tapissier, paysagiste, conférencier. De la couture, je vois pas mal de couture aujourd'hui, ambulancier. Ça, on va prendre 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Ça nous permet, effectivement de voir un peu vos projets, tapissier, bijoux, thérapeute. Thérapeute encore, sophrologue, d'accord, développement personnel, création pour enfants. Léognan, vous êtes pas loin, on est à Talence aujourd'hui. Villeneuve-d'Ormont, sophrologue. Beaucoup de gens se connectent en ce moment. Je vous demande donc votre prénom, votre lieu de connexion et votre projet ou l'activité sur laquelle vous êtes lancé, heu, dans l'univers canin. Entreprise de soudure, très spécifique. Je vois qu'il y a vraiment des projets très, très hétéroclites. L'œnologie, dans la charpente pour Bayonne. Bonjour. Conseil en gestion de projet Erasmus+. Projet d'accompagnement, assistante, d'accord. Décoration d'intérieur. On a vraiment des projets très, très hétéroclites aujourd'hui. Il est 10h02, ça se connecte encore énormément. Je vois que le compteur augmente. Je laisse encore 1 minute aux gens pour arriver, puis on va gentiment commencer. J'ai la chance aujourd'hui d'être, en binôme avec, Jacques-Philippe Auriol, qu'on appelle tous JP et qui est notre expert aujourd'hui, qui va vous apporter quelques éléments. Je vous présenterai le sommaire juste après. Alors, bonjour. Création en bijoux, développement personnel, yoga, fabrication de planches de surf. Bonjour Tamara. Mathilde, monitrice de voile sur le voilier, d'accord. Conseil en gestion patrimoine. Bonjour Dominique, agent immobilier indépendant. Épicerie alimentaire pour Catherine. Il est 10h03. Moi, je vous propose de commencer aujourd'hui la présentation. Hop. Alors, je vais déjà vous présenter l'ADI, l'association ADI, qui existe depuis plus de 30 ans. L'ADI défend l'idée que chacun peut devenir entrepreneur, même sans diplôme, même sans capital, s'il a accès à un financement et un accompagnement professionnel. Nous finançons et accompagnons les entrepreneurs pour une économie plus solidaire, pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. L'ADI et ses partenaires, l'URSSAF et le Pôle emploi, vous proposent cette semaine une semaine spéciale autour, une semaine pour créer sa boîte. Un jour, un séminaire. Bienvenue au dernier webinaire de la semaine, Gagner des clients, que je développe avec JP. Aujourd'hui, elle est en lien avec la région. Donc la région, pour encourager la création d'entreprises, a mis en place une offre d'accompagnement intitulée Entreprendre, la région à vos côtés, à travers le dispositif ENA Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. L'objectif est d'apporter, par un parcours personnalisé, un appui à plus de 10 000 porteurs de projets en création et en reprise d'entreprise jusqu'à son développement.
Voilà pour les petites présentations. Ce que je vais vous proposer, c'est de laisser la main à JP qui va se présenter. Je reprendrai la main et je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement, de ce webinaire, tout simplement. JP, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Je suis expert, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis bénévole à l'ADI d'Anglet et je suis chargé d'accompagnement des porteurs de projets soutenus par l'ADI. J'ai un parcours de chef d'entreprise en France, à l'étranger, au Canada, en Italie, et dans des grosses structures, dans un groupe, avec des actionnaires indépendants et avec ma propre entreprise. Et mes domaines de prédilection, c'était surtout au-delà de la gestion d'une entreprise et du management des équipes, c'était le marketing et la vente. Voilà, à toi Jenny. Alors, moi, Jenny Ludlow, je suis, issue des formations d'école de commerce. Je suis spécialisée en marketing digital et stratégique à l'IDRAC et à l'ESSEC. J'ai eu la chance de travailler dans des métiers très complémentaires, du commercial, du marketing et de la communication, autour du développement de la clientèle. Donc, sujet phare d'aujourd'hui. J'ai été pendant 1 an, à mon compte pour accompagner les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires et j'ai eu le plaisir d'intégrer l'ADI pour accompagner les entreprises dans leur développement depuis 2 ans. L'ADI est une association engagée pour l'entrepreneuriat pour tous. Aujourd'hui, Jenny, attention, si je peux est-ce que tu n'as pas un problème de micro, parce qu'il y a des bruits de papier qui frottent sur un micro? D'accord, je ferai attention. Merci pour l'information. Au niveau du sommaire aujourd'hui de ce webinaire Gagner des clients, on va voir donc d'une part les fondamentaux que va vous présenter JP. Je vais aborder la prospection, comment transformer les prospects en clients et il fera un zoom JP sur le bouche à oreille et le web marketing. À la fin de chaque étape, on vous laissera l'opportunité de poser des questions, qu'on puisse y répondre. Donc vous êtes nombreux, hein, on est quasiment 600 actuellement à être connectés. Donc les questions vont fuser assez. Je vous demanderai d'essayer de faire des questions assez synthétiques, qu'on puisse y répondre. On ne pourra peut-être pas répondre à des questions très personnelles, mais on essaiera de répondre au mieux et au plus près de vos attentes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, Le eh ben, son on est peut y bon aller. et j'essaierai de pas trop frotter les feuilles qui sont juste devant moi, mes petits pense-bêtes qui vient faire un petit bruit. Donc la prospection, ça sera commencé par JP. JP, je vais te laisser la main sur les fondamentaux. Très bien. Eh ben, on va commencer. On va parler aujourd'hui de gagner des clients. Alors, gagner des clients, vous êtes tous intéressés parce que c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre pour développer votre entreprise. Et pourquoi? Parce qu'une entreprise a pour finalité de vendre des produits, de vendre des services à des clients, et vous avez créé votre entreprise pour en vivre. Donc, pour gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, vous devez avoir des clients, pas de vente, pas de vente, pas de revenus. Et le risque, quand on démarre son entreprise, c'est souvent d'oublier qu'on a des clients, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. On a tous un produit, une idée en tête, on y consacre tout son temps, son énergie, et dès que le produit est prêt, on se précipite pour le vendre. Alors souvent, on va le vendre, on va prendre les clients faciles, les proches, les amis, et puis le business se développe petit à petit. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les amis des amis sont déjà moins motivés et ne sont pas en nombre limité, ils sont moins impliqués, le nombre de clients diminue, et puis les ventes baissent et le business périclite. Donc mon premier message aujourd'hui, c'est de dire que pour gagner des clients, il faut y consacrer du temps, il faut aller chercher les clients, il faut construire une stratégie commerciale. Alors, il y a une méthode pour ça, il y a quelques règles à respecter, c'est ce dont on va parler ce matin avec Jenny. Qu'on soit créateur d'entreprise, qu'on soit patron d'une PME ou d'une très grosse société, l'acquisition des clients, c'est toujours l'élément qui déterminera le succès ou l'échec d'un projet. On dépense beaucoup d'énergie pour avoir la meilleure offre, pour avoir le meilleur produit, pour avoir une prestation formidable. Il ne faut pas oublier que pour que l'entreprise soit pérenne, on a besoin de clients qui soient disposés à acheter votre produit et à nous payer. Donc, gagner des clients, je dirais que c'est essentiel pour survivre quand on est auto-entrepreneur. Pardon, quand on est auto-entrepreneur, il faut être entrepreneur, il faut penser à son produit, il faut le créer et surtout, il faut le vendre.
Alors, pour vendre, il y a une règle de base. C'est immuable dans le commerce. Le client n'achètera que si mon produit satisfait l'un de ses besoins. Mieux qu'un produit concurrent, en dépensant le moins d'argent possible, et si le client a confiance en moi. Alors, qu'on soit clair, quand je dis en dépensant le moins d'argent possible, ça veut dire avec le meilleur rapport qualité-prix. Pas nécessairement le moins cher en valeur absolue, on y reviendra tout à l'heure. Que signifie cette règle? Ça veut dire que pour vendre, il faut savoir mettre en avant sa valeur ajoutée. Pour vendre, il faut connaître ses atouts, savoir ce que les clients attendent, savoir ce que la concurrence fait et le faire savoir. Alors, quelle méthode pour gagner des clients? Il y a 4 points. On va parler de définition de proposition, de définir sa proposition de valeur, connaître son marché, prospecter, transformer et fidéliser. Alors, premier sujet, proposition de valeur. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que c'est une expression que vous avez déjà rencontrée? Non, non, non. Parfait. Alors, en fait, c'est quelque chose de très simple. Mais c'est un élément fondamental de votre modèle économique. Je dirais même que c'est le cœur du réacteur. Votre proposition de valeur, c'est la raison principale pour laquelle vos clients achètent vos produits plutôt que ceux de la concurrence. Autrement dit, la proposition de valeur, c'est une promesse que vous faites à vos clients. C'est une promesse marketing que votre entreprise fait à vos clients. Définir sa proposition de valeur, en fait, c'est répondre à la question que se posent les clients. Pourquoi est-ce que je vais acheter ce produit plutôt qu'un autre? Votre proposition de valeur va expliquer à votre futur client ce qu'il va obtenir grâce au produit et pour quel coût. C'est en fait ce qu'on peut appeler le bénéfice client. Et ce n'est pas un slogan, c'est un engagement qui va faire la différence et que vous allez livrer une fois que la vente est conclue. Donc en résumé, votre proposition de valeur elle va s'articuler autour de 3 axes. Le produit, le client et la concurrence. Le produit, c'est le produit et surtout les bénéfices qu'il apporte. Le client, c'est ses attentes, ses besoins. Et la concurrence, c'est ce qu'elle offre et donc votre capacité à vous différencier de la concurrence. Alors, c'est un concept peut-être un peu théorique, puis l'illustrer en vous racontant une histoire de marchand de pommes. Ou plutôt d'un producteur de pommes qui veut vendre ses pommes au marché local le dimanche matin. Alors, il se trouve que quand il arrive au marché, il y a déjà d'autres marchands de pommes. Donc, il y a de la concurrence, c'est normal, on est dans la vraie vie. Il y a un marché, il y a une offre, les marchands de pommes, et puis il y a une demande, c'est les clients qui sont venus au marché pour acheter des pommes. Quel est le besoin du client? Trouver des bonnes pommes. Toute la question, c'est de savoir comment le client va se différencier, comment le client va savoir quelles sont les bonnes pommes qu'il faut acheter. On peut imaginer que le client va faire le tour des étals et regarder, comparer l'offre. À ce stade, il y a des grandes chances que le client aille acheter les pommes les plus belles, celles qui sont les plus brillantes, bien astiquées, sans peut-être trop de goût, car provenant d'une exploitation qui pratique une production extensive. Qu'est-ce qui va différencier notre producteur des autres? Si ce n'est pas l'aspect, ça pourrait être le prix. Si ces pommes sont un peu moins belles, le risque, c'est qu'il soit obligé de baisser son prix pour être attractif. Pour vendre ses pommes au meilleur prix et les vendre, la solution, c'est au contraire de mettre en avant son avantage concurrentiel. Et c'est quoi son avantage concurrentiel? C'est que lui, il est producteur de pommes dans le village d'à côté. Sous-entendu, venez vérifier, vous pouvez me faire confiance, c'est pas du flan ce que je vous raconte, mes pommes, je les connais, elles ont du goût, elles sont juteuses et j'en mange tous les jours. Donc, quelle est la proposition de valeur de notre producteur? C'est de dire qu'il est producteur de pommes. C'est ce qui le rend unique, différent par rapport aux concurrents. C'est sa différenciation. C'est son avantage concurrentiel. Les Anglais diraient son USP, le Unique Selling Proposition. Sa promesse, c'est moi, les pommes, je les connais, c'est moi qui m'en occupe. Je vous garantis qu'elles sont bonnes.
Et il y a toutes les chances qu'il vende ses pommes sans avoir abaissé ses prix, parce qu'il a créé un climat de confiance et il a créé un climat de confiance et sa promesse marketing correspond aux besoins du client, acheter des bonnes pommes pour nous. Voilà. Donc ça, c'est la proposition de valeur. Deuxième sujet. Deuxième sujet, une fois qu'on a bien défini sa proposition de valeur, c'est le positionnement. Alors, on va parler de positionnement rapidement, dans le prolongement de ce que je viens de dire, en parlant de client. C'est quoi le positionnement d'une entreprise sur un marché? Ça consiste à concevoir son offre et son image dans le but de lui donner une place déterminée dans l'esprit des clients. Donc, c'est un choix stratégique que chaque chef d'entreprise fait, qui donne à son entreprise une position crédible, attractive et si possible différente. Et quand on parle de positionnement, on pense nécessairement à la théorie des 4P. C'est illustré sur la slide par le rectangle de gauche. C'est la théorie des 4P, elle est enseignée dans toutes les écoles de commerce depuis toujours. Et elle est présentée comme un fondement de toute stratégie commerciale. Les 4P, c'est le produit, c'est le prix, c'est la place, place en anglais, c'est la distribution, et la promotion, c'est la communication. Donc votre produit, vous allez définir votre gamme, les caractéristiques, les fonctionnalités, l'emballage, le service après-vente, tout ce qui va tourner autour du produit. Ensuite, vous allez définir votre prix, vos tarifs, vos rabais, votre politique de prix sur les volumes, les conditions de paiement. Pour la distribution, vous allez définir la manière de le vendre dans votre boutique, sur les marchés, directement aux particuliers, via un site internet ou sur une place de marché numérique. Et dernier élément, vous allez faire de la communication, vous allez chercher à faire connaître votre produit par la publicité, des relations publiques, de la promotion des ventes, le merchandising, ainsi de suite. Donc votre objectif, en définissant votre positionnement, c'est de proposer le produit au client sous sa meilleure forme, au juste prix, au bon endroit et correctement mis en valeur. Donc ça, c'est la définition traditionnelle du positionnement selon les 4P. Maintenant, il y a une autre manière de définir le positionnement sur un marché en appliquant la théorie des 4C. Les 4P s'articulent autour du produit. Les 4C vont se concentrer sur le client. Au lieu de parler de prix, on va parler de coût pour le client. C'est-à-dire le budget disponible par rapport à une attente. Au lieu de parler de produit, on va parler des besoins du client et de ses attentes. Au lieu de parler de réseau de distribution, on va parler de commodité d'achat. Où et comment le client veut-il acheter? Comment veut-il consommer? Et enfin, au lieu de parler de communication, on va parler de communauté. On va s'intéresser aux possibilités de connexion entre votre entreprise et les communautés de clients en se demandant quelle interaction on peut développer pour discuter avec les clients. Comment engager une conversation? Avant, on avait une communication verticale. La marque parlait, le client écoutait. Maintenant, la nouvelle communication, elle se base beaucoup plus sur le dialogue avec une communauté. Donc, l'objectif, en parlant des 4C, c'est de répondre à une attente en tenant compte du budget disponible, de la commodité pour le client d'acheter le produit, et de son avis et de celui de sa communauté. Donc, quand vous passez les 4P au 4C, en fait, c'est un changement de point de vue. 4P, le message que vous envoyez, c'est « Regardez mon produit, il est bien conçu, il vous conviendra, achetez-le ». Alors que les 4C, le message devient « Nous nous intéressons à vos besoins, nous essayons de comprendre vos attentes, et nous ferons tout pour délivrer une solution adaptée ». Alors, selon moi, penser client prioritairement, c'est devenir agile, c'est réactif, et ça va être un avantage concurrentiel à venir, surtout pour les nouveaux entrants sur les marchés.
C'est une transition toute faite, nouveaux entrants sur les marchés, pour passer au point suivant, qui est connaître son marché. Ça veut dire quoi connaître son marché? C'est en fait connaître le terrain de jeu où vous allez évoluer. Comment le marché a-t-il évolué ces dernières années? Est-ce qu'il présente des opportunités? Si oui, lesquelles? Des menaces, il faut les identifier. Qui sont les autres joueurs? Et qui est l'arbitre, en l'occurrence? Là, ça va être le client. Pour connaître son marché, c'est faire une étude de marché sérieuse. C'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas ou qu'on bâcle un peu. Et faire une étude de marché sérieuse, c'est pour moi un préalable à toute stratégie commerciale efficace. Et tout le monde peut faire sa propre étude de marché. Ce n'est pas réservé aux sociétés qui ont des gros budgets. Alors, c'est quoi une étude de marché? C'est aller chercher des réponses aux questions qu'on se pose. C'est un travail d'analyse d'informations déjà disponibles ou pas. Les informations disponibles, on va faire une étude documentaire, essentiellement sur Internet, mais on peut également aller chercher les informations auprès des chambres de commerce, des chambres de métiers, des syndicats professionnels, des fédérations. Le seul problème sera plus d'organiser votre recherche parce que vous risquez vite de vous faire déborder, tellement il y en a. Et ensuite, vous allez chercher les informations qui ne sont pas disponibles, et pour ça, vous allez faire une étude. Une petite étude, ce qu'on appelle une étude qualitative, pour le but est essentiellement de faire parler ses futurs clients pour bien comprendre leurs attentes. Et ça, c'est essentiel. La vente, c'est répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin, il faut connaître le besoin. Donc, l'élément essentiel de votre étude de marché, vous ne perdez pas, ne vous noyez pas dans des espèces de statistiques et de recherches trop quantitatives. Pensez à faire parler vos clients pour comprendre leurs attentes. Alors, quand est-ce qu'on fait une étude? On liste toutes les questions qu'on se pose. Ensuite, on va chercher les informations qui existent déjà. Et puis après ça, on se fait un questionnaire pour aller faire une étude terrain. Alors, c'est un questionnaire assez rapide, ça va être 15-20 questions. Et puis après ça, vous allez poser, vos questions à vos futurs clients. Quelle va être votre priorité? De comprendre leurs attentes et leurs motivations. Qui sont-ils? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Comment fonctionnent-ils? Vous pouvez leur demander aussi ce que fait la concurrence. Est-ce que dans l'offre de produits qu'ils ont, est-ce qu'ils sont satisfaits? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Tout ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de vous adapter parfaitement et développer une bonne stratégie. Donc, j'ai dit, la vente, c'est satisfaire un besoin. La première chose à faire quand vous étudiez votre marché, c'est de parfaitement identifier ce besoin. Et ensuite, la priorité 1 bis, pour moi, c'est connaître la concurrence. Ses points forts, ses points faibles. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait savoir se différencier par rapport à la concurrence. Et pour pouvoir se différencier, il faut savoir ce que fait l'autre. Donc, c'est étudier les concurrents. Qui sont-ils? Comment vendent-ils? Quelle est leur proposition de valeur? Quels sont mes points forts par rapport à eux? Et quels sont mes points faibles? Connaître son marché, c'est aussi connaître la réglementation. Je vais passer vite, mais c'est important, spécialement dans des métiers très réglementés qui accueillent des clients, pour avoir des réglementations sur la facturation, sur les normes d'hygiène, et ainsi de suite. Connaître son marché, c'est se renseigner sur les fournisseurs, leur mode de livraison, les quantités minimales, les coûts de livraison, savoir s'il y en a plusieurs, si vous êtes dépendant d'un seul fournisseur ou si vous faites faire jouer la concurrence. Et puis, c'est bien définir sa zone de chalandise. Alors, c'est quoi une zone de chalandise? C'est la zone géographique d'où vont venir la majorité de vos clients. Voilà. Vous étudiez la réglementation, vous connaissez les fournisseurs, vous définissez votre zone de chalandise, et après ça, vous étudiez complètement à fond vos clients pour bien comprendre leur motivation et vos concurrents pour savoir comment vous différencier. Voilà, à ce stade, j'ai fini sur le connaître votre marché. Et Jenny, je te repasse la parole. Alors, voilà, les questions-réponses. Donc ici, il y a quelques questions qui sont apparues. Je pense que tu as répondu à une partie de leurs réponses. On va faire ça assez rapidement. Il était déjà 10h24. Comment faire une étude de marché? Et beaucoup de questions viennent sur le questionnaire, sur des questionnaires types. Est-ce qu'on a un questionnaire type possible ou pas?
Je te laisse la Alors, réponse. questionnaire type, c'est compliqué parce que normalement, chaque besoin, chaque projet pose des questions particulières. Il y a des questionnaires types qui peuvent exister, vous les trouverez sur Internet, sur la méthode, sur le mode de fonctionnement, sur le mode d'écriture d'un questionnaire, sur les questions ouvertes, les questions fermées. Il faut que vous alterniez des questions avec des choix simples. Si vous demandez des notions de prix, mettez des intervalles, vous proposez le choix entre 4 segments de prix plutôt que de demander des prix. Posez des questions ouvertes ou fermées. Si elles sont ouvertes, c'est est-ce que vous aimez, quelle est votre pâtisserie préférée? Et les gens vont vous expliquer. Si elle est fermée, vous donnerez un choix. Est-ce que vous préférez le pain de seigle ou le pain de mie? Il faut que vous alterniez toutes vos questions et surtout, il faut que ce soit simple, rapide, court. C'est 5 minutes maximum l'interview. L'attention des gens, sans ça, vous allez la perdre. Et le dernier conseil, c'est tester votre questionnaire auprès de vos proches pour vérifier que vous ne posez pas des questions inutiles, pour vérifier que les gens comprennent ce que vous dites, utilisez un langage très simple et surtout, n'en faites pas des tonnes. 15 questions, 20 questions maximum, d'abord pour connaître les habitudes, ensuite pour parler de votre offre, et puis 3 questions, 4 questions sur le profil des gens. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle est leur profession ou je ne sais quelle information. Vous pouvez leur demander s'ils sont actifs, s'ils sont étudiants ou s'ils sont retraités. Vous pouvez leur demander 2-3 informations sur l'endroit où ils habitent, selon vos besoins, et ça suffit largement. D'autres questions? Alors, au niveau des questions, je regarde aussi. Alors, j'ai pris note pour l'email, je vais voir ce que je peux faire pour le webinaire 3. OK, c'était surtout sur le questionnaire que les questions se concentraient. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la présentation et on va rentrer plutôt dans le cœur du sujet qui est la prospection, aujourd'hui. Donc j'ai le challenge excitant de vous faire redécouvrir la prospection, de vous donner peut-être une nouvelle vision avec un aspect indispensable de votre réussite. Donc c'est entre autres de vous présenter des outils clés qui va vous permettre de vous donner une visibilité sur la création de votre chiffre d'affaires et de votre prospection. Juste pour jauger un petit peu, hem juste pour vous jauger un petit peu vos attentes aujourd'hui, est-ce que c'est difficile pour vous de prospecter, de vendre et sur un chiffre de 1 à 5, 5 étant le plus difficile, heu, où vous en êtes? 2, 3, 5, 4, 7. J'ai 7, OK. Donc on a pas mal de choses et j'espère pouvoir vous donner. Donc c'est vraiment tout fait et orienté en termes d'outils. Ce sont les outils indispensables. Si vous les mettez en place, vous allez tout simplement, vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel et c'est vraiment vers ça qu'on va essayer de tendre. Premier outil, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est de créer un persona. C'est de créer votre client idéal. C'est donc définir avec vous une vision claire de ses objectifs, de ses problématiques, de ses habitudes et de lui donner un prénom. Parce que vous allez arrêter de parler à un client, à un point d'interrogation, mais vous allez parler à Jules, je ne sais pas, 30 ans, qui a besoin de ci, que votre produit répond à ses attentes, à ses besoins. Vous allez lui enlever le caillou qui est dans sa chaussure, lui proposer le produit idéal. C'est donc parler aux personnes réellement intéressées de vos produits. Donc oui, c'est de faire une sélection. C'est-à-dire que si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Aujourd'hui, c'est de dire, ben voilà, idéalement, mon client, c'est ça. Évidemment, vous allez pouvoir toucher la mamie surfeuse super intéressée, mais le corps des clients au niveau des surfs, ben, ça sera de jeunes sportifs ou des jeunes qui veulent se redynamiser. Donc, c'est vraiment de définir qui est votre client. Est-ce que c'est Jules? Est-ce que c'est Julie? Est-ce que c'est Namia? Peu importe, donnez-lui un prénom qui vous parle, quitte que ce soit, une synthèse des personnes que vous avez rencontrées et pour qui, vous avez déjà avec qui vous avez déjà parlé et pour lequel votre produit parle. Je vais vous donner, quelques exemples pour essayer de rendre les choses un petit peu plus concrètes.
Au niveau de l'onglerie, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs, types d'activités, plusieurs types de clientèle. Il y en a qui vont se spécialiser dans le nail art, donc vous savez, toutes les jolies décorations pour faire des ongles très, très fashion, et ben, c'est une possibilité. D'autres qui vont faire juste les extensions, ils vont dire: «Moi, le nail art, non, je veux vraiment l'extension ou du remplissage». C'est différentes possibilités et vous allez pas parler à la même personne. Pour les graphistes, par exemple, ça serait, ben, des gens qui vont être spécialisés sur la création de sites internet, donc c'est vraiment de se donner une identité digitale, heu, ou par exemple sur des affiches et des supports plus papier. On peut très bien se spécialiser et ça va être une clientèle spécifique. Pour les rédacteurs web, eh ben, on va voir, ça sera surtout par secteur d'activité. Certains vont se spécialiser dans le médical, d'autres dans nos animaux à quatre pattes et ils vont avoir donc des spécificités, un langage spécifique, des codes liés à tout ça. Est-ce que ça vous parle? Yes, OK. Donc c'est vraiment pour moi la première pierre. Parler à un être humain quand vous allez vouloir faire du contenu, ça sera plus simple. Est-ce que vous savez ce que c'est un pitch? Yes, parfait. C'est donc une présentation synthétique. À votre avis, qu'est-ce qui est important sur le pitch? Une brioche au chocolat, pas mal. Elevator pitch, je prends, produit, les points forts, intéresser le client, OK, captiver, faire comprendre son activité. D'accord, on est vraiment pas mal. On va voir tout ça un petit peu plus en détail et à travers un exemple, si vous voulez bien, un exemple concret. Un travail que j'ai réalisé avec une cliente qui vient un jour et qui me dit, je lui dis, mais voilà, présente-moi ton activité. Vous êtes prêts? Je vais vous demander, je vais vous demander votre opinion. Alors, bah voilà, moi tout simplement, je suis conseillère en images professionnelles et personnelles. J'aide les gens à se mettre en valeur, à retrouver la cohérence avec son soi, son image et avec son image intérieure. Je fais également des soins énergétiques. Je rééquilibre le corps et je libère les pressions intérieures, extérieures et je suis également psychothérapeute. Je dénoue les blocages de l'enfance et des difficultés relationnelles aux autres. Vous êtes prêts? Je sais, je fais des bruits de feuilles. Vous avez retenu quoi? Trop d'infos, arnaque, OK, thérapeute, trop d'infos, relooking, énergie, trop, rien, OK. Effectivement, elle veut tellement dire ce qu'elle fait qu'on ne sait pas ce qu'elle apporte réellement. L'idée dans un pitch, c'est pas de se présenter, c'est pas de présenter ce que vous faites comme une listing: je sais faire ça, prenez-moi». Les gens vont pas retenir, c'est pas friendly, c'est pas dans un langage humain. On va essayer de retrouver un petit peu plus de nouant et le pitch doit comprendre certains éléments. Quelle est votre activité? Qui sont vos clients? Parce que vous pouvez parler si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne, vous vous souvenez? Et ce que vous leur apportez et si possible aussi la différence. Je vous donne un peu le pitch qu'on a fait après avoir, travaillé ensemble? C'est parti et vous me dites ce que vous en pensez. Thérapeute et conseillère en images, j'accompagne les demandeurs d'emploi à valoriser leur image et à dépasser leur blocage pour leur donner toutes les chances de réussir dans leur entretien d'embauche. Qu'est-ce c'est quoi la différence selon vous? OK, clair, concis et cetera. Mais au surtout, on sait à qui on parle. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous rencontrez, ma cliente et qu'elle vous présente comme ça, même si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez en parler à d'autres personnes. Vous savez qui elle aide particulièrement, donc c'est très simple. Quelqu'un qui recherche un emploi, vous voyez, qui est pas vraiment bien, vous dites: «Beh, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, il peut avoir besoin de ça». L'idée du pitch, c'est pas de se vendre, mais c'est de se présenter et surtout d'être recommandable. Aujourd'hui, les gens vont vous recommander s'ils arrivent à comprendre et si c'est assez fluide et si ils peuvent s'ils peuvent le répéter. Connaissez vos clients, parlez-leur de leurs problèmes, de ce que vous pouvez leur apporter pour les intéresser. OK,
Savez-vous où sont vos clients? Ou comment le savoir? Question pour la prochaine slide. Je vois un oui, oui, non, oui. Pensez client plutôt que produit, ça revient exactement à ce que JP dit. D'accord, oui, non, localisation, donc pas mal. OK, on va essayer de voir ça ensemble. Donc comment savoir où vous pouvez vous mettre en relation avec vos clients? C'est aujourd'hui la prochaine slide et on verra si ça peut vous apporter des éléments. Prospecter, c'est d'abord avoir une attitude positive pour développer son portefeuille client. Donc pour résumer, c'est avoir le plaisir de parler de votre domaine d'activité et de votre solution. Vous l'aurez si votre pitch est bien préparé, car ça se prépare à l'avance et ça se développe au fur et à mesure. Et c'est aussi avoir la curiosité de découvrir d'autres personnes. Vous n'êtes pas juste là pour présenter, mais aussi de connaître leurs attentes et leurs besoins. La manière dont vous allez prospecter vous appartient et doit vous permettre de vous sentir à l'aise. Il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, où sont mes clients? Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont au salon? Est-ce qu'ils sont sur internet? Vous allez me dire peut-être un petit peu un mix de tout ça. Mais il y a des éléments forts, des moments importants où il faut savoir se rattacher. Et la deuxième question à se poser, c'est par quel moyen je vais prospecter, mais par quel moyen je vais me sentir à l'aise? Est-ce que vous êtes plus à l'aise en face à face, par l'intermédiaire d'un ordinateur, lors de réunions d'after work ou par téléphone? Cela, ça vous appartient. Est-ce que tout le monde connaît Usain Bolt? Yes! Eh beh, oui, beaucoup, beaucoup. Donc Usain Bolt, eh ben, c'est, notre super coureur. Il est 8 fois médaillé d'or, recordman du 100 mètres. Si je vous fais ça, vous comprendrez peut-être un petit peu plus. Mais qui connaît son talon d'Achille? Son point faible? Alors, coureur, c'est un sprinter. Il bégaye, fait tard, d'accord. Mais au niveau du sport, son mental, c'est plutôt un bon point fort. Son dos, exactement. OK. Et ben, j'ai eu la chance de le rencontrer et en discutant, il me dit: «Mais voilà, j'avais de gros, gros problèmes sur le sprint, c'était mon démarrage». Il a un gros problème et je vous invite à visionner des vidéos d'Usain Bolt. Son problème, c'est les démarrages. C'est le meilleur de sprinteurs. Il rattrape tout le monde, mais le démarrage, c'est son point faible. Il était tellement focus sur son point faible à un moment qu'il ratait des courses, c'est-à-dire qu'il était disqualifié. Au bout de 2, je crois, 2 ou 3 faux départs, vous vous êtes disqualifié pour la course et la course se fait sans vous. Un peu dommage quand même, de pas pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Et il a dit: «Bah, c'est simple». Son entraîneur est venu voir, il dit: «Mais arrête de penser à ton démarrage. Ton démarrage, il est pourri, OK, mais tu es le meilleur sprinter et tu les bats tous». Même sur un 100 mètres, il arrive à décaper tout le monde. Donc basez-vous sur vos forces et moi j'ajouterais élargir ensuite sa zone de confort. Vous êtes plus à l'aise au téléphone, commencez par le téléphone. Vous allez avoir des échanges avec vos clients, vous allez prendre confiance en vos produits, vous allez faire confiance en votre offre, vous avez spécifié votre argumentaire et là, peut-être vous serez plus à l'aise pour faire un premier after work ou des éléments comme ça. OK, on a notre cible, on a notre pitch, on sait où rentrer en contact et maintenant, est-ce que vous savez comment mesurer ou suivre votre prospection? Plutôt non. D'accord. Je vais essayer de vous donner des outils, des éléments, taux de transformation, OK. Faire un tableau, oui. Et ben, on va voir ce qu'on peut mettre dans ce tableau, justement. Alors, je vous demanderai de rester avec moi. J'ai fait une slide, il y a un petit peu tout, mais on va suivre ça ensemble si vous voulez bien. Donc, la première chose, c'est se fixer des objectifs, suivre ses actions et utiliser de bons outils. C'est pour moi le trio gagnant. Fixer des objectifs, et ben la première grande question, c'est vous voulez gagner combien à la fin du mois? Et ben on peut y aller par étapes. C'est-à-dire, bon, idéalement, j'aimerais bien gagner 10 000 euros chaque mois. Super. Il y a peut-être des étapes entre 0 et 10 000. Quel est votre premier niveau de succès? 1 200, généralement, c'est la première réponse qu'on me donne. C'est effectivement le niveau du SMIC, plus ou moins, exactement 1 500, 2 500. Donc ça, c'est l'argent que vous avez dans la poche.
à la fin du mois 1200. C'est pas le chiffre d'affaires. Il est important de savoir quel est le chiffre d'affaires que vous allez faire et en fonction de la manière où vous êtes, de votre activité, les charges et les cotisations que vous allez payer à l'URSSAF ne sont pas les mêmes. Je vous ai donné un exemple assez simple de la prestation de service que vous pouvez voir sur la slide et je sais qu'il y en a qui ne voient pas l'écran, donc j'essaye de dire un maximum de choses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vend ses services, consultant, qui vend en entreprise et qui veut gagner 1216 euros. Il va faire une division à 0,76, c'est-à-dire 24% de charges de cotisation, ce qui va lui donner un chiffre d'affaires de 1600. Donc pour avoir 1216 euros dans sa poche, il doit faire 1600 euros de chiffre d'affaires. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, l'idée, donc, on sait combien on veut avoir dans la poche. Maintenant, comment on va faire pour savoir quelle est la prospection qu'on va faire? Déjà, on va voir comment ça se passe en règle générale, notre prospection. Vous allez parler, rentrer en contact avec des gens, que ce soit via Internet, que ce soit en réel. Vous allez rencontrer, contacter des gens. Si pour 10 personnes contactées, vous faites 2 devis, c'est-à-dire que vous avez une déperdition de 1 sur 5, d'accord? Et si pour 2 devis, vous faites un client, d'accord? Vous avez cette trame, 10 personnes contactées, 2 devis, un client. Si pour chaque client, votre client moyen, vous réalisez un chiffre d'affaires de 400 euros, pour arriver aux 1600, il faudra tout simplement faire 4 fois 400, qui est 1600 euros de chiffre d'affaires, donc 4 clients. Mais on sait que pour avoir 4 clients, il faut que je parle à 2 fois plus de personnes pour avoir des devis. Donc 4 fois 2, 8 devis. Pour avoir 8 devis, par contre, il faut que je parle à 5 fois plus de personnes. C'est-à-dire qu'il faut que je contacte 40 personnes par mois. Et là, vous avez votre chiffre, c'est-à-dire que vous avez votre objectif à réaliser au niveau du chiffre, au niveau des contacts. Chiffre que vous allez pouvoir décomposer, morceler, décomposer les objectifs par mois. Parce que c'est bien de se dire qu'on va faire 40 personnes, mais si vous ne suivez pas vos personnes et que vous arrivez à la dernière semaine et vous dites: «Oh, j'ai fait aucune démarche de prospection», vous en avez 40 à faire sur une semaine. Décomposez-le et dites: Voilà, si on fait une petite moyenne de 4 semaines par mois, vous devez contacter 10 personnes par semaine. Ces 10 personnes, vous pouvez les dire: «Voilà, moi je me consacre soit 2 demi-journées, 1 journée, pour contacter ces personnes par semaine». Vous organisez votre emploi du temps, mais vous fixez des plages que vous tenez. Si vous ne tenez pas pour X ou Y raison, dans l'idéal parce que vous avez un rendez-vous client, vous le reportez dans la semaine et vous évitez de le traîner jusqu'à à la fin du mois. Et c'est là où on rentre en place les outils. Suivre la relation clientèle. 2 points importants, c'est d'avoir un bon outil. Par exemple, avoir un tableur, une feuille Excel qui vous permet de suivre les gens que vous avez rencontrés, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Les éléments importants, est-ce que vous avez à parler sur son projet? Est-ce qu'ils ont, à quel stade de maturité ils sont? Est-ce qu'ils sont intéressés ou pas du tout? Pour pouvoir les recontacter au bon moment. Donc, c'est avoir un vrai suivi de votre clientèle et de ne pas avoir un suivi de votre prospection. Parce que par moment, on a l'impression d'avoir parlé à beaucoup de monde, mais finalement, on n'a pas atteint nos objectifs de 40. Et ces objectifs de 40, vous pouvez les voir uniquement si vous êtes vraiment en lien si vous avez un vrai suivi sur une feuille Excel. Donc, comment vérifier votre avancement? Combien de contacts ai-je actuellement dans mon réseau, ma base de données? Ce nombre augmente-t-il régulièrement? La régularité est un point essentiel. Et quelle action ai-je mis en place pour communiquer avec eux? Et l'élément phare, c'est si on vous recommande, je vous conseille de le mettre dans votre fichier parce que toute recommandation doit avoir une action de remerciement de votre part. Ils seront d'autant plus amenés à vous recommander. Est-ce qu'il y a des questions? Pas simple en tant que thérapeute. Tout est une façon de voir les choses. Au niveau, de la thérapie, moi, je suis beaucoup de personnes qui sont, thérapeutes. C'est leur façon de se présenter, leur spécificité, et en fonction des clients qu'ils ont, la façon de prospecter. Certains vont prospecter sur Facebook, d'autres vont plutôt faire du réseautage en one to one, déposer des flyers chez, les commerçants du coin ou ou faire partie d'un cabinet. Il y a plusieurs façons de faire pour, rentrer en contact avec ses clients ou de se faire recommander. JP, tu as noté 1 ou 2 questions qui passaient particulièrement?
Oui, alors, deux types de questions. La première qui est revenue deux, trois fois, c'est comment on adapte la prospection à un commerce. D'accord. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on contacte ses clients, ses prospects, euh, concrètement. Comment est-ce qu'on les, une fois qu'on a une liste de prospects, comment est-ce qu'on leur parle, comment est-ce on communique avec eux. D'accord. Alors, quand on a un commerce, bah, déjà, vous avez pignon sur rue, c'est déjà une première bonne chose. 2, c'est de voir, qu'est-ce qui est mis en place au niveau de la mairie pour vous faire connaître. Ils ont souvent un journal, dédié à la mairie qui est mensuel. Ça donne une possibilité, ben, d'entrer dans les maisons des gens, par ce biais-là. En fonction de votre type de commerce, et ben, c'est peut-être de, se lier. J'ai vu tout à l'heure que Facebook est mort. Eh ben non, évidemment que non. C'est peut-être pas la bonne tranche pour vous, mais que ce soit Instagram, Facebook, n'importe quel réseau social, ils sont dédiés à une personne. Vous prenez ma tranche d'âge, et oui, plus de 40 ans, et ben, nous, on est l'époque des Facebookers, c'est-à-dire qu'on l'utilise et qu'on échange et on adore échanger entre mamans. Vous avez un commerce de périculture, bingo, vous partez dedans, vous montrez une petite offre, vous dites, vous faites une petite action, vous leur proposez peut-être un sujet pour qu'ils viennent découvrir, une thématique. Vous avez une crèche, peut-être mettre un petit flyer au niveau de la crèche du coin. Voilà, c'est un peu des actions concrètes. C'est exactement qu'est-ce qui pourrait intéresser mes clients finalement et quelle information je vais pouvoir leur donner. Donc le commerce et tu me disais la deuxième, excuse-moi? Je Je t'en rebranche mon micro. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on contacte directement ses prospects. Ouais, bah, j'ai un petit peu répondu dans les 2 et Absolument. ben, c'est tout simplement, trouver l'endroit où ils sont et puis leur donner, ben, de l'information intéressante et pas juste se vendre. Et Je ben, comprends voilà, pas, là, 50 ça ans et je vais dépend. sur Instagram, bravo. J'ose espérer que justement ces barrières tombent progressivement. Nous nous emparons de plus en plus sur les nouveaux éléments, mais c'est vrai qu'il faut d'abord voir où sont vos clients. Parce que si vous êtes sur un de ces réseaux sociaux et qu'ils sont sur un autre, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous pouvez être sur Instagram pour votre propre plaisir, mais si vos clients sont sur Facebook, allez sur Facebook. S'ils sont sur LinkedIn, allez sur LinkedIn. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller à la thématique suivante. Je vois que l'heure roule rapidement, tourne rapidement. Donc, et je pense que ça va vous intéresser, c'est comment transformer les prospects en clients. La question que j'ai à vous poser, c'est quel est le meilleur argument de vente selon vous? Alors, la fin est pour 11h30. Je vois la question. Le prix, les autres clients, j'utilise Facebook, qualité du prix, qualité, rapport qualité-prix, le besoin, la personnalisation, bravo, qualité, oui. Effectivement, vous avez à avoir des éléments forts de votre offre. Vous allez peut-être avoir le prix au juste prix, ni trop bas, ni trop haut, qui donne la qualité de votre produit, avoir un produit de qualité, et cetera. Le meilleur argument de vente, il vient de vos clients. Et je vous propose là de voir par 2 éléments. On va d'abord voir le face à face, donc quand on est dans la vraie vie, écouter pour bien argumenter, c'est pratiquer une écoute active, découvrir où vous pouvez apporter de la valeur, ce qui intéresse vraiment la personne en face de vous. Il faut passer 80 de son temps à les écouter plutôt qu'à parler. C'est intéressez-vous aux problèmes de vos clients et laissez-leur la parole. Posez des questions intelligentes. Que cherchent-ils? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs problèmes, leurs freins? Et présenter une offre de manière intéressante, c'est en quoi mon produit et service répond à ce besoin spécifique. Parce que votre produit peut faire 10 000 choses, mais la personne en face de vous, elle a un seul problème ou 2, et vous allez pouvoir répondre à ces problèmes-là spécifiquement. Du coup, elle va savoir que vous êtes le bon interlocuteur, que vous apportez une solution et pourra vous écouter et prendre l'initiative après de vous retourner des questions. Une bonne façon de savoir que, ben, vous êtes intéressant, c'est que la personne vous pose des questions. Souvent, on les prend comme des objections, mais les objections sont des éléments très intéressants. Cela indique que votre prospect vous a écouté, qu'il est en train d'évaluer votre offre en regard de ses besoins. Il a besoin ici de compléments d'information.
Vos rencontres, en règle générale, enrichiront votre vision du marché, fera évoluer votre offre, votre pitch, vos arguments pour plus d'efficacité. En ligne, comment faire? Eh ben, en ligne, les éléments importants pour transformer un prospect, eh ben, ça va être votre contenu, qu'il soit adapté au moment où il en a besoin. C'est être présent tout au long de son parcours d'achat et apporter la bonne information au bon moment. On peut mettre en avant 3 grandes phrases, quand 3 grandes excusez-moi, 3 grandes phases. La 1er, comprendre son problème. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? L'objectif ici, c'est qu'il vous trouve par les moteurs de recherche. La clé de réussite, ça sera le référencement, les mots-clés. Vous allez pouvoir apporter, des éléments pour l'aider à mieux comprendre son problème à travers les réseaux sociaux, les blogs, les articles, des infographies, par exemple. Vous allez apporter une réponse générale. Par exemple: «J'ai mal au dos», ben, qu'est-ce que ça peut être? Il va donc savoir après ce qu'il a. La deuxième phase qui est importante, ben, c'est de le convertir, mais pas de le convertir tout de suite en client, mais de le convertir, c'est de le connaître un petit peu plus et de pouvoir rentrer en relation avec lui. Donc c'est d'avoir son numéro de téléphone ou son email pour lui envoyer des contenus plus précis. Donc recueillir ses coordonnées, c'est votre objectif avec la clé de réussite, c'est le call to action. Donc si vous savez, le petit bouton qu'on met: «Remplissez un questionnaire, demandez votre information», téléchargez un livre blanc, participez au webinaire. On vous demande votre comme ici, votre nom, votre prénom et votre adresse email. Les guides d'achat et les études de cas sont également des éléments très appréciés à ce moment-là. Donc ici, c'est pas l'idée d'en faire 1 000 000, mais d'avoir au moins un élément fort pour vous, pour pouvoir rentrer en contact, pour que lui puisse vous donner ces informations. La troisième élément, c'est donc conclure et finaliser la vente. L'objectif, c'est de l'aider à passer à l'acte d'achat. Donc il va comparer les produits concurrents et passer à l'acte. La clé de réussite, ce sont des contenus experts pointus pour aboutir à la vente. C'est toujours la même chose, hein, pas besoin d'en avoir 10 000, mais d'avoir un ou 2 éléments à pouvoir lui envoyer pour qu'il puisse, ben, l'aider à aller plutôt vers vous. Vous l'aurez compris, donc les contenus pour vendre, c'est plutôt des études des cas, des témoignages. Les témoignages marchent énormément, des guides d'achat, des comparaisons produits, des webinaires et des avis d'experts. Selon les métiers, les secteurs et les années, les contenus utilisés à chaque étape, peuvent varier. Mais ce qui est sûr, c'est que les principes de base s'appliquent toujours. Ils arrivent avec un problème, ils recherchent ce qu'ils ont. Une fois qu'ils savent ce qu'ils ont, ils vont chercher des solutions pour comment répondre à ces problèmes et une fois qu'ils savent vers quelle solution ils veulent aller, ils vont choisir leur entreprise et ils vont choisir l'entreprise selon 2 facteurs. C'est les valeurs véhiculées par l'entreprise et aussi s'ils le considèrent comme quelqu'un d'expert, comme quelqu'un qui est fiable. Et ça, vous allez pouvoir avoir cette côté fiabilité expert si vous leur avez donné les contenus. S'ils ont trouvé l'information grâce à vos contenus, c'est potentiellement que vous êtes la bonne personne pour répondre à ces questionnements. On va voir. Dernière et pas des moindres, c'est fidéliser ses clients. Est-ce que vous avez pris beaucoup de temps pour les convertir, pour leur donner la bonne information, pour leur donner les bons éléments? Mais ici, il va falloir juste, ben, le petit coup de pouce pour soit les faire revenir, hem, ou pour, qu'ils deviennent ambassadeurs, qu'ils parlent de vous et que ça vous apporte du trafic déjà semi-qualifié. Donc semi-qualifiés, c'est des gens, ben, qui ont réellement besoin de vous, pas monsieur et madame pas tout le monde. On ne parle pas à tout le monde, on parle juste à ses clients clés. Transformer un client occasionnel en client régulier, donc est très avantageux en coût et ils ont déjà votre confiance. Les contenus et ça c'est une question qui est venue tout à l'heure, les contenus, voilà, pour fidéliser, ben, déjà c'est avoir des bons documents de produits, des guides, des tutoriels pratiques qui sont à l'aise avec vos produits, avec vos services. C'est également, ben, on peut parler de cadeaux publicitaires ou des vidéos inspirantes, mais également un forum de communauté. Vous allez par les différents réseaux sociaux, la possibilité aussi de créer des forums, que les gens parlent, entre eux de vos produits, échangent, quitte à avoir des photos
d'eux avec vos produits. On voyait tout à l'heure, il y avait qu'ils étaient spécialisés, sur les surfs. Imaginez vos clients qui se photographient avec votre planche surf. C'est toujours plus valorisant de voir quelqu'un qui utilise vos produits que juste de parler de vos produits. Obtenir les avis de vos clients et les mettre en valeur pour, avoir des clients qui sont satisfaits et en faire des ambassadeurs. Peut-être aussi, c'est, les faire participer à vos futures créations, leur demander leur avis. Pourquoi pas de tester des éléments de votre accompagnement, tester votre nouvelle collection, donner votre avis. C'est des éléments possibles et vraiment développer les conversations via les réseaux sociaux. Toujours remercier pour les recommandations, je vous en ai parlé avant. Avoir un peu un traitement VIP, un remerciement, ça mange pas beaucoup de pain, mais par contre, ça fait toute la différence. Si vous recommandez quelqu'un et qu'on vous remercie pour cette recommandation, vous serez d'autant plus, hem, amené à recommander de nouveau. Et proposer, pourquoi pas, des parrainages également. C'est un des derniers outils qui est assez intéressant, c'est, que les personnes, contre un parrainage, puissent, eux, avoir un petit plus. On voit souvent ça au niveau des applications, par exemple. Si vous parrainez si quelqu'un vous et parraine quelqu'un excusez-moi, si une personne parraine quelqu'un d'autre, et ben, il a un petit plus. Et on va donc, pour synthétiser un peu toute cette partie prospection, voir les aimants. Déjà, c'est prendre du plaisir à parler de votre activité, apporter des solutions à vos prospects. Les clients disent non à vos produits et pas à vous. Il faut vraiment se détacher par rapport à son entreprise. Et pour susciter l'envie d'achat, écouter leurs besoins pour pouvoir leur donner une réponse personnalisée. Fixez-vous des objectifs clairs, mesurables et décomposables pour pouvoir les suivre au fur et à mesure et être le premier ambassadeur de son activité. Plus vous parlerez de votre activité, de votre projet, et ben, plus vous aurez des retours. Communiquez largement et être ouvert aux opportunités, parlez, échangez et recommandez vous aussi. Si vous recommandez les gens aimeront vous recommander également. Est-ce que vous avez des questions? JP, est-ce qu'il y a des questions qui ressortent plus particulièrement? Premier commentaire, plusieurs personnes l'ont fait. C'est vrai que ça va très très vite le chat, donc il faut Ouais. arriver à suivre. Et il y a eu pas mal de questions et d'autres. Le chat a répondu à beaucoup de questions, donc je pense que tu as bien synthétisé. Il y a une personne qui a demandé si ce que tu décrivais était le tunnel d'achat, le fameux tunnel d'achat. Exactement. C'est vraiment le tunnel d'achat, c'est les éléments importants. Les gens vont arriver, sur la communication au niveau, de Google, hein, qui fait 95 du marché. Donc ils vont aller faire des recherches. Les mots-clés qu'ils utilisent, c'est intéressant que vous les ayez. Il y a des outils en ligne qui sont gratuits, ce que vous pouvez utiliser pour dire, quelles sont les recherches réalisées. Vous mettez, faites une petite recherche en ligne et ils vous disent ce que les gens y cherchent et le nombre de personnes qui cherchent sur ce critère-là. Ça vous permet de savoir vos clients, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils recherchent et utiliser le même vocabulaire. Si vous utilisez le même vocabulaire, Google va tout simplement dire que vous êtes une bonne réponse et si vous êtes une bonne réponse, et ben, ils vous remonteront dans les résultats et le but étant bien sûr d'arriver sur la première page, tout simplement. Un conseil de lien, la pub est rarement gratuite. Oui, le référencement est gratuit, par contre, il est un peu plus long. Ça va vous demander, de mettre en place les choses. Les mots-clés sont vraiment les éléments, quel outil gratuit? Je vous dis ça dans un instant. Faut-il payer Google Ads? Oui. Ah oui, Google Ads est payant. C'est, alors je trouve pas le nom, ça me reviendra d'ici, la fin. Je vous donne le nom de l'outil que j'utilise, juste après. D'accord? Alors pas obligé de passer par Google Analytics. De toute façon, si vous n'avez pas un référencement fort dès le départ, Google Analytics va vous donner un boost, c'est-à-dire elle va vous donner de la visibilité sur un moment T et ce boost, ça vous permettra d'avoir des contacts, mais qui redescendront
automatiquement et vous n'améliorez pas votre page rank, donc votre référencement dans les pages Google. Ce qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de se retrouver en haut. Pour pouvoir faire ça, il va falloir avoir une vraie stratégie au niveau de votre marketing, mais je vais laisser plutôt la parole à JP qui va aborder ces éléments de suite. Bien. Alors, je reprends le micro pour vous parler un peu de communication. On vient de voir que pour gagner des clients, il faut bien définir sa proposition de valeur. Il faut penser client plutôt produit. Il faut connaître son marché. Il faut cibler, il faut pitcher, il faut écouter, il faut fidéliser. Et je vais rajouter, il faut communiquer. Alors, vous allez me dire, merci pour l'information, mais comment est-ce qu'on communique? Ben, je pense que le meilleur levier sur lequel il faut agir, le plus efficace, c'est le bouche-à-oreille. Pourquoi est-ce que c'est un des plus efficaces? Il y a des statistiques qui existent sur le sujet. 60% des gens se tournent vers leurs proches avant de prendre une décision d'achat. Les gens croient à 92% les recommandations faites par les personnes qu'elles connaissent et à 70% les opinions des autres. C'est une étude Nielsen qui a été faite en 2012. En fait, les avis des clients comptent plus pour les consommateurs que les autres recommandations et que la publicité. J'ai même lu quelque part que la bourse en ligne, Boursorama, a un taux de recommandation de 55%. C'est considérable, un client sur deux. Et c'est même à un tel point que c'est devenu le thème de leur slogan, Boursorama, la banque que l'on a envie de recommander. Il y a 2-3 ans, je crois qu'ils ont changé. Donc la recommandation est devenue un élément essentiel. Alors le principe du bouche-oreille, c'est simple et c'est vieux comme le monde. Vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle maintenant la viralité ou le buzz. Alors ça peut être positif, et c'est un effet de recommandation. Il peut être également très négatif, et là on va parler de bad buzz. Dans tous les cas, c'est un mouvement de promotion ou de dénigrement qui est très très puissant. Vous le savez, un client satisfait va le dire 3 ou 4 fois, ou 5 fois. Un client mécontent va le dire 8 ou 10 fois au plus. Donc c'est un levier important, et la question c'est maintenant comment est-ce qu'on va l'utiliser? Surtout que c'est devenu un outil marketing à part entière, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux. C'est rentré dans les stratégies marketing de tout le monde, des grandes entreprises, et elles parlent de marketing viral. Donc la question, c'est comment susciter le bouche-oreille? Recommandation numéro 1, soignez les interactions avec vos clients. Les interactions avec vos clients, c'est la satisfaction client liée à la qualité du produit, à la qualité du service, à la qualité de votre prestation et à la qualité de la relation que vous avez avec eux. La relation, c'est l'ensemble des interactions qui a pour objectif de rendre le client heureux, satisfait, pour un bénéfice mutuel, le vôtre et le sien. Recommandation numéro 2, soyez à l'écoute de vos clients. Les clients apprécient quand ils sont pris en considération et quand ils sont écoutés. Donc, toujours demander à un client s'il a été satisfait. S'il exprime des réserves, ben vous faites d'une pierre deux coups. Vous lui demandez pourquoi il n'est pas. Vous lui demandez ce qui peut être amélioré. D'une part, vous obtenez des axes d'amélioration. Et d'autre part, vous effacez les traces d'insatisfaction en montrant que le ressenti de votre client a été pris en compte. Cette démarche très simple peut transformer un client moyennement satisfait en client satisfait. Je crois que c'est le responsable de la relation client de British Airways qui disait qu'un client mécontent, c'était une opportunité fantastique pour lui pour le transformer en client fidèle. Et on note que très souvent, on note très souvent que les problèmes rencontrés par les clients restent secondaires par rapport à l'effort qu'ils perçoivent pour résoudre leurs problèmes. Quand un client satisfait raconte son expérience, il n'insiste pas sur la panne, mais sur le fait que l'appareil a été réparé ou remplacé en un minimum de temps. De la même façon, quand les gens râlent, ils râlent souvent sur le fait que le service client n'était pas atteignable, que personne ne répondait au téléphone, ou qu'ils ont attendu un mois pour recevoir une réponse. Donc, troisième recommandation, si les clients sont contents, invitez-les à exprimer leur satisfaction. Ça peut être un like sur votre page Facebook ou sur Instagram, c'est pas un avis sur votre compte Google My Business. Les réseaux sociaux
et Google My Business sont les leviers pour faire jouer à plein le bouche-oreille. Alors, on va parler un peu de web marketing. On parle de communication, et la question que vous vous posez tous, et c'est passé dans le chat, comment est-ce qu'on doit se faire connaître, comment est-ce qu'on peut se faire connaître? Et c'est une vraie question que se pose tout entrepreneur qui démarre ou toute petite société. C'est un enjeu majeur. Vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas fait une campagne de pub. Que faire pour émerger? C'est pas parce que vous avez un site internet ou une page Facebook que tout d'un coup, les gens vont se mettre à courir derrière vous et chercher à avoir de l'information. Le web, c'est un peu comme l'univers, c'est en perpétuelle expansion. Et en fait, quand vous communiquez, vous êtes comme un grain de sable sur la plage, noyé dans la masse. Alors, que faire? La première chose, c'est de se rendre compte que les règles traditionnelles du marketing ont changé. Dans le monde d'avant, entre guillemets, selon le schéma historique du marketing traditionnel, la marque ou l'entreprise parlait et le client écoutait, ce que j'ai déjà développé tout à l'heure. Il y avait un émetteur et un récepteur. La communication était verticale. Et l'enjeu à l'époque, c'était ce qu'on appelait le share of voice, c'est-à-dire la part de marché de l'annonceur sur un média particulier. Ça coûtait très cher. Plus on communiquait, plus on augmentait sa part d'audience. Et pour caricaturer, je raconte l'histoire d'un publicitaire américain qui disait « Quand je dépense 2 millions de dollars, je sais qu'il y en a un qui ne sert à rien, mais je ne sais pas lequel. » Donc aujourd'hui, le monde a changé. Le marketing a évolué et on peut même parler de révolution. Grâce au numérique et au web, le rapport de force est en train de changer et c'est le client qui a pris le pouvoir. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur le client tout à l'heure. C'est le client qui cherche, c'est le client qui parle et c'est le client qui donne son avis. Donc la grande nouveauté, c'est que maintenant, c'est le client qui est à l'origine du processus de communication. Il exprime un besoin quand il envoie sa requête sur Google. C'est lui qui déclenche, c'est lui qui dit quelque chose. C'est lui qui dit « je suis à la recherche d'eux ». Il cherche les informations, c'est l'acteur qui initie le processus de vente à un moment donné. Alors, quelles conclusions faut-il en tirer? On a déjà parlé tout à l'heure, il faut changer de logiciel et penser client plutôt que penser produit. Le client, que veut-il? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses attentes? La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que vous devez adapter votre approche en pensant que le client est à l'origine du processus et que votre présence sur le web doit être pensée dès le départ pour drainer une audience depuis Google. Partant de ce postulat, que c'est le client qui a l'initiative l'initiateur de la démarche, il y a 4 étapes clés dans le marketing digital. Attirer le client, convertir, transformer, fidéliser. Alors, on va se concentrer simplement sur la première étape, comment attirer le client potentiel. Eh bien, pour attirer, il faut être trouvé. Et pour être trouvé, il faut être visible. Donc, le premier élément de réponse, comment se faire connaître? Eh bien, il faut être présent sur le web. Il faut être présent sur le web, et la base, le b.a.-ba. Je clique sur la slide suivante, la voilà. Le b.a.-ba, c'est Google My Business. Alors, je pense que tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît, c'est incontournable. Google a 95% de part de marché en France et dans le monde. Ça veut dire que 95% des requêtes dans le monde, 92% en France exactement, sont faites dans la barre de recherche Google. Je prends un exemple simple. Je cherche une boulangerie anglaise. Je vais taper boulangerie sur Google. J'ai 90 millions de résultats en moyenne. Je vais taper boulangerie anglaise. J'ai plus que 474 000 résultats. C'est encore 190 fois trop. Comment est-ce que je vais trouver? La chance, c'est que je vais avoir une carte avec les boulangeries qui sont identifiées, pointées autour de mon adresse, parce que Google m'a localisé. Et pour chaque boulangerie, je vais avoir les informations qui sont données, horaire, photo, avis des clients. Bon, est-ce qu'il y a un meilleur moyen pour être visible sur Google? Non, oui, sur Internet, c'est Google My Business. C'est un annuaire simple, c'est facile à utiliser, c'est plein d'informations. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à être visible, ça sert à être joignable facilement,
Ça sert à dire ce qu'on fait, ça sert à récolter des avis auprès de vos clients, et ce n'est pas réservé qu'aux gens qui ont une boutique physique. Si vous avez une activité de conseil ou un service et que vous couvrez une zone de chalandise, vous indiquez les zones de chalandise sans nécessairement avoir donné l'adresse de votre magasin. Quels sont les avantages? C'est gratuit, c'est facile d'utilisation, il suffit d'avoir une adresse Gmail, vous multipliez les chances de prise de contact avec les prospects puisqu'ils ont dit « je cherche ce produit ». Vous avez un bon référencement ou un meilleur référencement sur Google et Google Maps, et puis vous optimisez le bouche-oreille. Donc il faut y aller. Je ne suis pas un influenceur rémunéré par Google, je n'ai personne dans ma famille qui travaille pour Google, je suis juste un marketeur pragmatique. Alors le pragmatisme, c'est aussi les réseaux sociaux. La question, c'était comment être visible sur le web. Première clé, c'est Google. La deuxième clé, c'est les réseaux sociaux. Alors, là, ce sujet, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Première chose, c'est incontournable. Deuxième chose, on n'y va pas n'importe comment. Et troisième chose, il y a des règles que je dois respecter. Alors, les réseaux sociaux sont rentrés dans notre vie, je veux dire. On les aime, on n'aime pas. On a un compte sur Facebook ou sur Instagram ou pas. Il faut constater que c'est rentré dans la vie. Trois éléments, 70% des internautes sont actifs sur les réseaux sociaux. 53% des socionautes trouvent utile d'acheter directement via les réseaux sociaux. Et ce sont des chiffres de 2018. Donc on peut imaginer que ces pourcentages ont encore augmenté. Juste pour illustrer ça, quelques éléments de réflexion. Facebook, WhatsApp et Instagram ont remplacé la poste. Twitter est devenu un instrument d'accès à la presse énorme. Il y a 30 ans en arrière, pour trouver un emploi, il fallait du temps, de la disponibilité. Aujourd'hui, il y a LinkedIn. Donc, on va inexorablement dans une société de plus en plus équipée numériquement, plus connectée, plus dense, plus rapide, plus volatile. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que des discussions, c'est du commerce. L'année dernière, il y a eu 22 milliards de dollars qui ont été dépensés. Donc, vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est incontournable et il faut maîtriser les codes. Alors, quels sont les enjeux? Postulat de base, ce sont des outils marketing qui doivent être maîtrisés et rentrer dans une stratégie de communication. Première règle, vous séparez réseaux sociaux pro et réseaux sociaux personnels. Le perso, c'est votre contenu privé. Il doit être accessible uniquement par vos amis, au sens large ou proche. Vous avez une sphère privée, vous ne la mélangez surtout pas avec votre sphère professionnelle. D'abord, parce que l'objectif n'est pas le même. L'objectif d'une page pro, ce n'est pas de générer des amis, mais des fans. À l'inverse du profil personnel, la validation de l'administrateur du compte n'est pas nécessaire pour la personne qui like. Donc, plus vous avez de fans, plus vous avez de chances que vos publications seront vues et que vos communications auront un impact. Deuxième chose, vous devez répondre à une stratégie précise. Quand vous faites une page pro, vous devez avoir une cible, un contenu et un contenu qui répondent à une stratégie éditoriale. Vous ne partez pas sur les réseaux sociaux, sur votre page pro, en postant comme ça selon l'humeur du jour. L'objectif, c'est d'être visible auprès d'un public que vous avez ciblé pour faire des prospects et après ça, pour transformer ces prospects en clients. Donc ça ne s'improvise pas, c'est une démarche réfléchie, c'est une stratégie. Et non seulement ça va être une démarche réfléchie, mais il faut une certaine expertise. Pour créer la valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, il y a un savoir-faire, on va voir ça un peu plus loin. Et surtout, gardez en tête que c'est chronophage, donc soyez organisés, planifiez vos activités. Dernier point, jouez la durée. Ce n'est pas la peine d'inonder les réseaux sociaux de posts pendant 2 jours ou une semaine, puis rien à voir après. Jouez la constance dans le temps pour créer de l'adhésion et pour créer de l'intérêt. Alors, quelques règles suivantes en vrac, sachant qu'il y en a plein d'autres. Sélectionnez le réseau en fonction de votre cible et pas de votre intérêt personnel ou de la mode. C'est exactement comme utiliser un
un média traditionnel. Vous adaptez le réseau social à la cible de clientèle que vous visez. Vous élaborez une stratégie éditoriale, j'ai déjà dit. Vous pensez ciblage et vous produisez du contenu adapté à votre cible. Jenny était très claire, si vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Élément important, créer de la confiance et rassurer. Si vous voulez, les clients ne vous connaissent pas. Donc vous devez expliquer votre légitimité, vous devez raconter votre projet, vous devez exprimer vos convictions, vos valeurs. Et ensuite, montrer vos produits, expliquer comment ça marche, où ils sont produits, quelle est leur fonctionnalité. Les gens ne le savent pas. Donc, fonctionner sur les réseaux sociaux, animer une page pro, c'est d'abord penser qualité. Qualité du contenu, qualité des photos, qualité de vos posts. Tout ce que vous allez émettre, c'est la communication d'entreprise et ça parle en votre faveur ou en défaveur. Pensez à une chose, pour intéresser les gens, vous devez d'abord être intéressant. Le fait d'avoir une page Facebook ou d'avoir un compte Instagram ne suffit pas. Il faut attirer les gens. Pour les attirer, il faut les intéresser. Ensuite, vous variez les contenus pour capter leur attention et éviter la lassitude. Et enfin, dialoguer. L'interaction, c'est la vraie valeur ajoutée des réseaux sociaux. Le like est le premier stade d'approbation, mais c'est finalement assez binaire. Donc, vous devez faire participer vos abonnés et vous leur demandez leur avis. C'est ce que recherchent les internautes aujourd'hui. Ils recherchent de l'émotion, ils doivent avoir envie de participer ou de réagir à vos publications. Alors, faites des sondages, posez des questions, ouvrez les sujets lifestyle, mettez-vous dans la peau de votre cible et publiez des contenus qui vont les intéresser et que votre cible attend. Dernier point, ce n'est pas la peine d'inonder la communauté, ça je l'ai déjà dit, sous un flot d'informations continues et un peu fades. Pensez plutôt à avoir quelque chose de pertinent et programmez-le avec une fréquence régulière. Voilà. Je pourrais encore parler des heures de communication, mais je crois qu'on va arriver, il est 11h15, au terme de ce webinaire. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Alors oui, effectivement, ça a un peu fusé pendant ton intervention. Je vais essayer de synthétiser et peut-être répondre même à 2-3 choses assez rapidement avant de te poser les questions. Donc déjà, une part, plusieurs ont demandé l'outil que j'utilisais. J'utilise Keyword Surfer, qui est une extension à mettre dans Google, qui vous permet de voir le nombre de recherches réalisées sur un mot. Donc, il va vous donner aussi différentes possibilités. Si vous cherchez hypnose, il va dire peut-être que les gens recherchent aussi massage à côté hypnose et massage. Donc vous allez voir exactement ce que les gens tapent et comment ils le tapent et le nombre de recherches qui sont afférentes. Donc vous allez pouvoir choisir les termes qui sont les plus utilisés pour pouvoir les mettre dans votre texte et améliorer votre référencement. Au niveau des sites internet, des réseaux sociaux, donc beaucoup de questions, il faut savoir que tout est une question d'organisation. Vous n'allez pas vous lancer sur 10 000 réseaux sociaux, puisqu'effectivement, c'est chronophage. Il y a beaucoup l'idée de comment je vais m'organiser et quand on va dormir. Parce que ici, c'est plutôt de mettre en place des éléments. JB parlait du business, de Google My Business. Vous le créez une bonne fois pour toutes. Et pour la question qui a été posée au niveau de Google My Business, vous mettez un lien, soit vers un site internet, soit vers un réseau social. C'est-à-dire que s'ils arrivent juste sur Google My Business et qu'ils n'ont pas forcément d'éléments supplémentaires sur lesquels aller plus d'informations, donc ils ont besoin d'une hypnothérapeute, ils vous voient dans Google My Business, mais derrière, ils n'ont pas de lien, ils ne peuvent pas savoir qui vous êtes, ils ne peuvent pas savoir ce que vous proposez réellement, connaître un peu votre univers. Et son univers, ça va passer par votre réseau social ou votre site internet, les images que vous allez mettre, les contenus que vous allez poser, votre blog. Donc, point phare au niveau de tout ce qui est internet, c'est d'avoir un site internet fixe avec un blog qui va être des éléments où vous allez pouvoir mettre des articles, qui va être vivant, qui va être apprécié par Google pour son référencement. On me posait également la question quels réseaux sociaux, et c'est vraiment revenu tout au long du question. Tu veux répondre peut-être un petit peu dessus ?
Oui, alors il n'y a pas un réseau social adapté, c'est selon votre cible. Vous savez que Facebook maintenant est utilisé plutôt par une catégorie de population plus âgée. Si vous voulez parler aux plus jeunes, vous allez être sur TikTok, vous pouvez aller sur Twitch. Enfin, il y a pas de règle absolue. Étudiez votre cible de clientèle, étudiez les réseaux et adaptez vos langages à chaque réseau social. Il y avait Où une question qu'on sont-ils? se posait, Oui, pardon, à quelle fréquence doit-on poster? Et encore une fois, il n'y exactement. a pas de règle absolue. C'est vous qui allez le savoir en mesurant votre efficacité. L'énorme chance que l'on a sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, vous pouvez analyser vos résultats. Il y a des tableaux de bord et vous allez voir qu'au fur et à mesure où vous postez, selon le thème, selon l'heure, selon le jour de la semaine, vous allez avoir plus de réactions ou moins de réactions. En fonction de ça, vous allez adapter votre communication. Moi, ma recommandation, c'est poster moins, mais poster mieux. Mettez du contenu intéressant, du contenu qui a du sens, qui va intéresser les gens, plutôt que de les inonder dans une espèce de bouillie tiède où vous répétez toujours la même chose et vous montrez votre produit sous toutes les coutures. Oui et vraiment vous organiser au niveau du temps, ça sert à rien. Je faisais mieux de faire une publication par mois, un article, même de taille moyenne, hem, juste pour pouvoir permettre d'être régulier. Mieux vaut faire une fois par mois et être régulier, même une fois tous les 2 mois, mais d'avoir quelque chose qui f dit que votre activité, ben, elle est toujours en cours. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se sont lancés et la première question qui se pose, c'est: «Est-ce que c'est toujours d'actualité?» et la deuxième: «Est-ce que je peux avoir confiance?» et le fait que, ben, justement, vous parliez de votre métier, de votre activité, des problèmes et plutôt vraiment des besoins et des problèmes de vos clients, est-ce que ça répond à ma question, moi, en tant que futur potentiel client? C'est la chose qu'il va falloir, sur lesquelles apporter. Gestion de l'organisation, et ben là, c'est vraiment une question de planning. Combien de temps vous avez besoin de consacrer au début de votre activité pour vous faire connaître? Sûrement plus que plus tard. Mais ça, c'est des créneaux qu'il va falloir vous réserver. Est-ce que vous avez besoin d'aller aux after work l'après-midi? Est-ce que vous avez besoin de vous faire 1, 2 heures, une demi-journée de phoning? Vous mettez sur votre agenda. Moi, ce que je vais vous proposer comme outil, c'est de toujours le mettre par écrit. Parce que si vous restez dans votre tête, ça reste un rêve. Si vous le mettez sur papier, ça commence à être concrétisé et vous allez vraiment avoir une visibilité de vos objectifs. Et autre commentaire, j'ai une question sur le site internet. Avant de faire un site, posez-vous des questions. À quoi ça sert? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que j'ai un budget? Quelle affinité? Faire un site pour faire un site, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos clients et quelle va être la fonction de votre site dans votre stratégie? Une fois que vous aurez répondu à ça, vous irez beaucoup plus dans la bonne direction. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir une page sur les réseaux sociaux qui peut être référencée par Google. Les réseaux sociaux, c'est plus uniquement maintenant une boîte de dialogue. C'est devenu un outil à part entière. Alors, on me demande le lien, c'est ce que j'essaye d'aller vous chercher. Mais étant sur cette présentation, j'ai juste un petit peu de mal. Je vous demanderai un instant. Alors, c'est un outil Chrome, donc si tout va bien, je vous l'ai dans 2 secondes. C'est une extension, je vous donne ça. Hop. Et deuxième commentaire sur les sites internet, quand vous créez votre site, avant même de commencer, posez-vous la question à quelle requête je veux répondre. Quelle est la requête que mon client cible va faire sur Google et auquel mon site internet doit répondre. Si vous avez déjà la réponse à ça, vous allez grandement améliorer votre efficacité. Donc je note, un webinaire spécifique réseaux sociaux et son utilisation. D'accord. On va plancher sur la question. Hem, alors il y avait également d'autres questions qui apparaissaient. Il est déjà 11h23, donc je vais aller dessus. C'est l'accompagnement proposé par l'ADI et des questions sur le financement. Effectivement, nous sommes une association, qui finançons par microcrédit. C'est-à-dire que nous finançons les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire traditionnel, pour les aider dans la création
et le développement de leur entreprise. Toute personne qui a un financement avec l'ADI bénéficie de l'accompagnement gratuit par les conseillers comme moi, par les points d'experts comme JP et à tous leurs ateliers. Nous donnons effectivement tous les éléments pratiques et un accompagnement efficace pour les aider à développer leur activité. Est-ce que ça répond un peu à vos questions? Géographiquement, JP, tu es où? Je suis à Anglette, dans le Pays Basque. Et moi, je suis à Talence, du côté de Bordeaux. Il y a eu beaucoup, beaucoup de remerciements, JP, pendant ta présentation. Tu as été très, très clair. Alors, à l'issue de cette formation, vous allez avoir donc le lien, mais également un questionnaire. Si ça vous a plu, je vous invite à nous donner une bonne note, évidemment. Besoin de financement et je vais vous parler aussi de notre événement le 4 février, porte ouverte. Si vous avez des besoins de financement, venez nous voir, nous pourrons en parler. Si vous êtes un peu en amont de votre projet et que vous avez besoin de le construire, l'ADI a mis à votre disposition un outil pour créer pour vous aider à avancer sur votre projet. Je n'ai pas le lien tout de suite ici, donnez-moi 30 secondes, je vais vous le donner. Ça vous aide à vous poser les bonnes questions pour savoir vers quoi je veux avancer. Alors, c'est construire son projet. Hop. Alors, pendant que tu tapes, je réponds à une question qui est passée. Oui, l'accompagnement de l'ADI, c'est gratuit et c'est fait par des bénévoles comme moi. Donc, c'est complètement gratuit, les ateliers qu'on anime aussi. Et par les conseillères également. Ok, hop, je vous envoie le lien. Je reviens. Merci pour tous vos commentaires, c'est super agréable d'avoir vos retours. Alors, je viens de mettre le lien, le chat, je monte très rapidement. Si vous descendez un petit peu, ça se bloque et vous pouvez récupérer Je les viens de mettre en informations. accès direct. Ah, super. Eh bien, voilà. Merci. Romuald qui vient à ma rescousse. La voix off. Voilà, ça s'appelle ADI, mon projet d'entreprise. C'est un business plan, un accès gratuit, enregistrable. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez et ça vous permet de construire votre projet sur tous les aspects administratifs, financiers, commerciaux et ensuite de pouvoir l'éditer en PDF et de le partager avec qui vous voulez. Très bien, je crois qu'on a perdu Jenny, puisque je vois que sa caméra et son micro sont coupés. Donc, je vais en profiter pour vous dire au revoir, pour vous remercier, et puis très bientôt peut-être dans les bureaux de l'ADI. Merci à tous, au revoir. Voilà, j'ai fermé. Les gens sont en train de... Allez, attends, je remets le micro. Donc on est voilà, plus c'est bon. Ah, la revoilà. Voilà, j'ai eu des petits soucis techniques, je ne sais pas, j'ai tout perdu d'un coup. Pas fermé. Ouais, Jenny, à l'heure, c'est l'heure. Au revoir. Je n'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir. Au revoir à tous ceux qui partent. Ravie de pouvoir vous avoir apporté quelques éléments et n'hésitez pas à venir nous voir. Donc, le 4 février, vendredi, porte ouverte pour tout besoin de financement. On sera là et pour vous conseiller. Ouais.